Merci. Du coup, pour commencer, je le rappelle juste un peu vite fait, je ne suis pas spécialiste de l'Afrique de l'Est, ni même du Soudan. Je travaille davantage sur l'Afrique de l'Ouest et sur le golfe de Guinée. Je peux quand même vous parler de ce film et essayer de vous apporter quelques éléments de compréhension sur notamment la situation politique soudanaise et aussi sur le cinéma soudanais, si vous ne savez pas un peu ce qui s'est passé dans les 40 dernières années au final dans ce pays. Dans ce film, dans Goodbye Julia, tout se lie au final. C'est pas juste une histoire d'amitié entre deux femmes. On a en trame de fond tout de même toute la situation politique du pays qui se retrouve. Et c'est en fait un prétexte pour le réalisateur, Mohamed Kordofani, de lancer un appel à l'unité du Soudan. Et ça se voit à travers le film. Il y a de très multiples manières de commenter ce film. Vous avez pu le voir, il y a de nombreuses thématiques qui sont soulevées. Ça parle de racisme, ça parle d'injustice, d'impunité, ça parle de domesticité, ça parle aussi d'esclavage à certains moments, de patriarcat, de stérilité. Et ça raconte donc l'histoire de deux femmes. On a Mona, du nord, nord-soudanaise, musulmane, de classe relativement assez aisée. Je vais juste peut-être m'asseoir là, si tout le monde me voit. Voilà, comme ça je peux aussi descendre un petit peu sur mon ordinateur. Et donc elle est mariée à un homme qui lui a fait arrêter la chanson. On a de l'autre côté, vous l'avez vu, Julia qui est chrétienne, dont la famille a totalement disparu dans le Sud-Soudan, d'où elle est originaire, qui est mariée à un photographe et de conditions très modestes. On le voit à travers le film, à la mort de son mari, qu'elle pense au début être simplement disparue ou peut-être partie en Europe, elle doit reprendre la vente d'épices sur les marchés. Donc on est sur deux femmes qui n'ont pas du tout la même histoire, le même passé, et qui vivent en fait leur vie de manière très différente. Et le film, il raconte donc, justement comment ces deux femmes, elles se rencontrent et comment elles se lient d'amitié. Et donc, comme je vous le disais, plus qu'une histoire d'amitié, ce film, il a pour toile de fond toutes les tensions qui traversent le Soudan. C'est une histoire d'amitié entre deux femmes de religions différentes, de conditions différentes, et Kordofani s'en sert pour raconter donc l'histoire politique du Soudan. Et on a pu le voir à travers l'histoire de Mona et de Julia. En fait, c'est l'histoire d'un Nord et d'un Sud qui ne se comprennent pas, qui ne se parlent plus, et qui, au final, vont se séparer, comme Mona et Julia à la fin. Et toute la relation entre Mona et Julia, donc entre les deux protagonistes du film, c'est la relation entre un Nord et un Sud qui se parlent, qui tentent de se parler et qui, au final, ne se parlent plus. Pour faire un bref rappel historique, je ne vais pas vous assommer de dates en tout genre, c'est pas non plus le but. Le Soudan, il est indépendant depuis 1956. C'est un État unitaire qui s'est formé autour de la capitale Khartoum et qui a très longtemps marginalisé les régions du sud du pays. C'est un État unitaire qui se forme du coup autour d'un nord arabisé et face à un sud composé principalement de populations noires et chrétiennes, voire animistes. C'est dès l'indépendance du pays, on a une première guerre civile qui éclate et qui perdure jusque dans les années 70. Et en fait, toute l'histoire du Soudan contemporain, dans la deuxième partie du XXe siècle, c'est des guerres civiles et des coups d'État un peu à répétition. Il y a à peu près, selon certains spécialistes, environ 36 tentatives et coups d'État réussis jusqu'à aujourd'hui. On a aussi, au tout début du film, vous avez pu voir que Mona et son mari sont en train de visionner le journal télévisé qui annonce la mort d'un homme. Cet homme, c'est John Garang. C'est un colonel déserteur de l'armée soudanaise qui est le fondateur de l'armée populaire de libération du Soudan, le SPLA, il le fonde donc en 83. Et c'est la branche armée en fait du mouvement populaire de libération du Soudan, un parti politique qui lutte en fait pour l'indépendance du Sud-Soudan. Et donc en 89, on a un nouveau coup d'État, encore une fois, qui porte à la tête du pays le général Omar el-Béchir. Omar el-Béchir, c'est un ancien de l'armée égyptienne, soudanais également, qui rentre au Soudan pour combattre l'armée populaire. Et Omar el-Béchir, en fait, ce qui va imposer dès son arrivée au pouvoir, c'est le rejet de toute forme d'art. C'est donc l'interdiction également du cinéma. Et ce film, en fait, il est très important à ce niveau-là, c'est que pendant environ 3 décennies,
à peu près, le cinéma n'était pas possible au Soudan. Que ce soit les tournages, que ce soit également les projections, c'était quelque chose qui n'était pas autorisé par le pouvoir, ou alors uniquement à des fins de propagande, ou alors très 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 encadré par l'État. Et le cinéma soudanais, avant cette période, avait eu une petite période de gloire tout de même. Quelques réalisateurs avaient vu leurs films être primés, que ce soit au Caire, à Damas ou un peu partout à travers le monde. Et donc, quand le cinéma est interdit, la population en fait le vit très mal, ce qui est normal, mais également les cinéastes qui avaient passé en fait leur vie à essayer de créer justement un cinéma soudanais et qui voient en fait tout leur travail être détruit. Du coup, ça m'amène aussi à vous parler d'un documentaire qui est sorti il y a quelques années sur ce sujet, c'est Talking About Trees, qui est un documentaire en fait qui relate justement comment quelques cinéastes en fait ont essayé justement de continuer de porter le cinéma soudanais et comment à partir des années fin des années 2005 jusqu'à 2010 à peu près ont essayé justement de réouvrir le cinéma soudanais, de le reporter un petit peu comme à l'heure de gloire qu'il avait avant la fin des années 80. Et donc ce documentaire, en fait, il remet le cinéma au premier plan de la vie soudanaise, la vie culturelle soudanaise, parce que le régime avait commencé un peu à lâcher du lest justement sur la question. Et donc ce film que vous venez de voir, en fait, aujourd'hui, il est exceptionnel du coup à plusieurs titres. Déjà de par sa réalisation, je pense que vous l'avez tous remarqué, j'espère que vous l'avez autant aimé que nous on a pu aimer ce film. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a aussi été très difficile à réaliser. Parce que le Soudan, encore aujourd'hui, on est toujours dans un contexte militaire et de tension assez compliqué. Enfin, compliqué, c'est un peu un euphémisme, mais qui ne facilite pas forcément les tournages, ni l'art, ni toute la vie culturelle qu'il y avait pu y avoir avant. Et le réalisateur, Mohamed Kordofani, ne s'est pas du tout formé au cinéma dans sa jeunesse ou même plus tard. C'est en fait un autodidacte complet. Il est certes né à Khartoum, mais il a fait carrière en tant qu'ingénieur dans l'aéronautique dans les pays du Golfe. Et il avait réalisé quelques courts-métrages déjà par avant, mais ça c'est son premier long-métrage. Et en fait en 2020, il décide d'absolument tout quitter, de quitter sa carrière d'ingénieur, et pour se concentrer uniquement sur la réalisation de ce film. Il souhaite en fait sortir le cinéma soudanais et du Soudan, en faire parler davantage et un peu restaurer l'heure de gloire du cinéma soudanais. Et donc il crée en fait son propre studio, il investit quasiment tout ce qu'il se possède pour la réalisation de ce film. Et donc ce film, qui est présenté à Cannes en 2023, il reçoit donc, le prix de la liberté dans la section Un certain regard du Festival de Cannes. Et c'est le premier film soudanais à être présenté à Cannes, du coup de fait le premier film aussi primé à Cannes. Et ce que, comme ça a été dit un peu brièvement, en fait, la plupart des acteurs qui sont dans le film ont pu se rendre à Cannes, à l'exception en fait de l'acteur qui joue le rôle de Akram, le mari de Mona dans le film, à savoir Nazar Goma. Sa demande de visa en fait avait été refusée. Il ne pouvait pas quitter le Soudan et se rendre en France à ce moment-là, tout en sachant qu'un mois avant le festival, une nouvelle guerre a éclaté au Soudan, le 15 avril 2023. On n'est plus dans une logique de guerre nord-sud, de rivalité. Là, on est plus dans une question de logique une lutte pour la prise du pouvoir en fait à Khartoum. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à peu près en mai, il y avait eu un appel de différentes personnalités en fait justement pour autoriser les visas pour les artistes en fait soudanais pour se rendre en France et en Europe. Et ça n'avait pas marché pour Nazar Gomar qui a consacré en fait sa vie aussi au cinéma et qui n'a même pas pu voir la consécration de ce film à Cannes. Je vais moi m'arrêter là. Maintenant, je vais pouvoir en fait discuter avec vous, répondre à vos questions et si vous êtes spécialiste du Soudan et que vous voulez faire une remarque plus pointue, il n'y a pas de souci non plus. Voilà, je vous écoute aussi. N'hésitez pas, même si je pense que certains sont bouleversés par le film, mais je pense qu'il faut dépasser cette émotion et puis essayer d'en parler. Pas forcément des questions, ça peut être des ressentis. Ouais.
réalisateur est évidemment soudanais. Oui, oui. Il habite au Soudan. Oui. Il a fait en Europe aussi, évidemment, pour faire ses études. Cordofani, du coup, il est né à Khartoum. Il Il a fait toute sa carrière dans les pays du Golfe, Ouais. dans l'aviation, l'aéronautique et tout ça. Quand la guerre en avril, donc il a fait son film Goodbye Julia à Khartoum. Et quand la guerre a éclaté, à ce moment-là, il n'était pas au Soudan. Donc il est venu en Europe à ce moment-là. Mais non, c'est un Soudanais qui connaît très bien son pays, qui a grandi à Khartoum. Et voilà. D'accord. Et il continue à développer le côté d'essayer de réunir ces deux parties du Soudan. Je ne sais pas quel est son prochain projet. Est-ce qu'il a toujours un projet de réconcilier un peu ce pays déchiré? Je ne sais pas quel est son prochain projet de film, je ne peux pas vous dire, là, il n'est pas encore sorti en salle, par exemple celui-là, donc il est encore sur la promotion de ce film. Mais en tout cas, si vous lisez par exemple toutes les interviews qu'il peut donner dans la presse, même encore aujourd'hui, il a toujours ce côté où pour lui, il a la volonté de réconcilier en fait les deux Soudans, mais pas forcément les réconcilier d'un côté, il faut refaire l'unité politique et tout ça, les réconcilier dans un sens où ça a été une séparation tragique, et c'est des années, enfin c'est des décennies en fait d'incompréhension, de racisme, de discrimination et tout ça, et lui sa volonté c'est que ces deux parties en fait du Soudan apprennent enfin aujourd'hui à se parler et à se comprendre. Et c'est ce qu'il cherche à faire en fait à travers ces films, que deux parties en fait se parlent. Grosse tâche. Merci. Comme disait Pauline, le film était très très compliqué à monter. Oui. Donc j'imagine que faire un second, ça va être vraiment... voilà, Voilà. pas de second pour l'instant, mais suffit. voilà. C'est déjà suffisamment rare d'avoir des nouvelles du Soudan. Pour apprécier celui-là, c'est juste valeur. Je pense que ça sera le film Bibi peut-être. Ah oui. Oui, puis aujourd'hui la situation au Soudan n'est pas du tout en train de s'arranger. Il serait, si là aujourd'hui il voulait refaire un film comme ça et tourner en plus au Soudan, ce serait pas du tout possible en fait de faire un film avec ce budget, avec cette qualité, même avec les prises de vue à Khartoum ça. Aujourd'hui c'est pas possible à l'heure actuelle. C'est pas dans la vie. Arrêté parce que maintenant il donne des mesures politiques qui seraient contre lui. Merci. Je vais parler français. Comment se porte la chrétienté au Soudan? Elle parle à un moment donné de l'unité. Comment se porte la chrétienté au Soudan? C'est la dame au fond. Là. Ah. On a des prêtres qui vont nous arriver de plus en plus d'Afrique. Comment se porte La chrétienté au Soudan? Ouais. Du coup, le Soudan, dans ses frontières actuelles, depuis la séparation en 2011, est à majorité musulmane. La religion principale du Soudan actuel, c'est à 95%, quelque chose comme ça, c'est l'islam. La chrétienté, on la retrouve plus au Sud-Soudan. Aujourd'hui, c'est le pays à majorité chrétienne dans cette région. Après, je ne peux pas vous dire plus de choses sur la situation de la chrétienté en Afrique, c'est pas du tout ma spécialisation. Mais si ça vous intéresse, il y a quand même beaucoup de documentation que vous pourriez trouver sur Internet sur cette question-là. Je ne peux pas vous en dire plus sur le Soudan, malheureusement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que suite à la séparation, il y a du coup un Nord-Soudan musulman et un Sud-Soudan beaucoup plus chrétien et animiste aussi à l'Est. Oui, moi, ça fait la deuxième fois que je vois ce film. J'avais déjà beaucoup aimé la première fois à Cannes et la deuxième fois tout autant. Mais ce que j'ai vu dans ce film, moi aussi, c'est un film éminemment féministe et qui tendrait à montrer que si le pouvoir, de manière générale, dans le monde, était donné aux femmes, ça irait peut-être beaucoup mieux. Et aussi, d'ailleurs, l'aide de la musique, qui est un élément important dans le film, et que la musique aussi peut aider à aller mieux dans le monde. Oui, bonsoir. Alors, juste une question à propos du Soudan. Donc maintenant, il y a ces deux États reconnus, où il y a le Nord et le Sud. Il y en a un qui s'appelle Soudan et l'autre Sud-Soudan, ou c'est pas encore tout à fait... je veux dire, est-ce que c'est deux pays à l'ONU, par exemple? Il me semble aussi, mais Alors, je rebondis d'abord sur la question des femmes, et après j'arrive à vous.
Sur la question des femmes, c'est vrai que c'est quelque chose de très prégnant à l'écran. Et on en parlait là tout à l'heure justement avec la responsable du festival. Il y a ce côté aussi, en fait, ce film, il a une multitude de grilles de lecture. On peut vraiment le lire de diverses manières différentes. Si les questions de domesticité vous intéressent, vous allez le lire de cette manière. Les questions de patriarcat, vous allez le lire d'une autre manière. En fait, il y a vraiment plusieurs grilles de lecture, ce qui rend ce film à la fois très beau, très, très magnifique, mais également à certains moments très difficile à comprendre aussi, puisque vous pouvez le lire de différentes manières. Je pense que si vous le regardez une troisième fois, vous aurez peut-être encore... vous direz encore « Ah, mais il y a cette thématique aussi que je n'avais pas, à laquelle je n'avais pas pensé » et peut-être aussi avoir de nouveaux questionnements qui vont arriver. Parce qu'il a vraiment, du coup, cette particularité de pouvoir se lire de multiples manières. Et sur la question des femmes, il est aussi très très intéressant parce qu'on y voit aussi la question de Mona, donc elle arrête de chanter parce que son mari lui a fait choisir entre elle ou la chanson. Il y a aussi la question de la stérilité. Qu'est-ce que ça veut dire en fait être mariée et ne pas pouvoir donner d'enfants. Elle va mentir pendant quasiment, je crois, 5 ou 6 ans à son mari sur cette question. Donc en fait, on peut vraiment le lire de multiples manières. Vous avez raison, oui. Et, oui. Du coup, il y a cette division, 2 États distincts, totalement distincts. Oui. Ok, et on voit aussi que c'est vraiment la religion qui fait la scission. S'il y a 95% de musulmans d'un côté et 95% de chrétiens de l'autre, ça a l'air assez mathématique. Et alors l'autre chose que je voulais dire, un des éléments centraux pour moi du film, c'est le mensonge, qui est... Alors, les femmes sont obligées de mentir, mais à la fin, c'est quand même très lourd à porter. Enfin voilà, pour moi, c'est un des éléments aussi centraux du film, c'est le mensonge qui est parfois nécessaire, qui semble parfois la moins mauvaise solution, mais qui est quand même impossible à porter jusqu'au bout. Voilà. Oui, mais ça questionne en fait aussi les relations humaines. C'est la question du mensonge, la question de l'honnêteté, à quel moment est-ce qu'il faut être honnête avec ses amis et accepter de reconnaître ses torts. C'est encore une autre grille de lecture du film au final. C'est quelque chose qui traverse complètement le film, dont on ne pense plus à certains moments. Et même Julia avoue ah mais je le savais, mais je suis restée et elle attendait que son ami lui dise. Mais ça questionne aussi beaucoup les relations humaines qu'on peut aussi nous avoir sur la question du mensonge, de l'honnêteté, de l'amitié en fait aussi. Vous avez raison. Bonsoir. Peut-être une petite remarque par rapport au prix du coup. Je trouve que le film il illustre aussi l'ambiguïté de ce que veut dire la liberté. Parce que d'un point de vue objectif, on pourrait penser que c'est Mona qui paraît peut-être la plus libre parce que c'est elle qui a un certain capital économique, etc. et qui, on va dire, domestique d'une certaine manière, du moins, embauche Julia. Mais finalement, Julia, on voit que dans sa relation aux hommes aussi, elle a et même par rapport à justement ce que vous disiez par rapport à la musique, un rapport beaucoup plus libre et elle est moins enfermée dans un carcan lié au mariage. Et ma question c'était par rapport à l'impact que le film a eu au Soudan. Est-ce qu'il a réussi à pouvoir être visionné? Enfin, est-ce que vous en savez plus? Sur la notion de la liberté, en fait, vous avez raison. C'est pas le capital économique qui donne forcément une certaine liberté. Après, il y a plein de questions qui se posent derrière. Est-ce que Julia, elle est plus libre parce qu'elle est veuve maintenant? En fait, on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas vraiment aussi cette approche dans le film de voir Julia mariée. On ne sait pas exactement comment ça se passe. Elle explique aussi que quand elle était mariée, elle ne travaillait pas. Donc, en fait, vous avez raison aussi, c'est pas parce que Mona est plus aisée qu'elle est forcément plus libre, en plus elle arrête la chanson et tout ça. Mais au final, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer si Julia était toujours mariée. Sur la question de la réception au Soudan, c'est très compliqué de savoir ce qui se passe au Soudan. Le film, il est pas... Enfin, comment dire il a été présenté à Cannes en mai, et un mois avant, le 15 avril, donc il y a une autre guerre qui a éclaté. Si vous essayez de chercher par exemple des informations actuellement sur le Soudan, vous n'allez pas quasiment rien trouver, mais quasiment rien trouver. C'est très compliqué de savoir ce qui se passe à l'intérieur du pays.
Si vous parlez justement avec des spécialistes du Soudan, il y en a très très peu en France, mais il y en a. Essayer de savoir ce qui se passe à l'intérieur des frontières du Soudan aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc sur la question de la réception d'un film, c'est pas forcément la priorité des... J'aimerais bien savoir aussi comment ça a été reçu. Il n'est pas sorti, en fait, il n'y a pas de réseau de salles comme en France. En Afrique, c'est très... Ça se résume à cartoon, point, quoi. Donc le film, je pense qu'il est visionné en DVD pirate, etc. Il circule, ça c'est sûr, mais on ne peut pas dire qu'il est sorti à proprement parler. Oui, voilà, il circule, mais voilà, savoir ce que les gens en pensent, c'est pas le sujet actuellement. Et je pense que, enfin, regardez si ça vous intéresse un peu la question du cinéma au Soudan, le documentaire dont je parlais, Talking About Trees, il est disponible sur internet à la location, à la vue, il est vraiment intéressant pour vraiment comprendre aussi comment fonctionne le cinéma au Soudan depuis qu'il est un peu réautorisé en fait depuis quelques années. Et c'est très intéressant parce que justement, comme on disait, il n'y a pas de salle vraiment qui existe, c'est des projections un peu à l'air libre avec une toile tendue. Et voilà, regardez ce documentaire, je pense que ça peut aussi vous aider vraiment à comprendre la situation du cinéma dans ce pays aujourd'hui.